We Made It, un podcast d'Amnesty International. Le mouvement MeToo a profondément bouleversé nos sociétés. Ces dernières années, les millions de femmes qui ont pris la parole pour dénoncer publiquement les violences sexistes et sexuelles subies au cours de leur vie ont fait preuve d'un courage inouï pour revendiquer leurs droits. Cet élan féministe est venu rebattre les cartes d'un système patriarcal ancré depuis des millénaires. Les dénonciations de comportements sexistes et les témoignages d'agressions sexuelles ou de toute autre violence fondée sur le genre semblent désormais trouver un écho et une écoute. Reste à savoir si ces paroles sont bel et bien entendues. Sœurs in Power. Épisode 1. Sans oui, c'est non. Ouais, salut Lola. T'as vu la dernière vidéo de Macron sur Instagram ? Il dit qu'il veut inscrire le consentement dans la loi française sur le viol. Attends, je t'envoie le lien. On l'intègre dans le droit français, que le consentement puisse être inscrit, ça je l'entends tout à fait. Ah, non mais attends, après tout ce qu'on a fait comme rendez-vous de plaidoyer avec le planning familial sur la directive européenne sur les violences faites aux femmes, et là, tout d'un coup, il annonce ça comme ça ? Non mais c'est clair, énorme revirement de situation. Bon, en tout cas, c'est une opportunité, faut qu'on tourne ça à notre avantage. On va leur mettre la pression pour changer la loi en France. Bon, là je suis en chemin, on se retrouve chez Amnesty International et puis on en parle, ok ? Je m'appelle Alice Ackerman, j'ai 25 ans. J'ai travaillé au planning familial pendant près de 9 ans. J'ai été travailleuse sociale, animatrice de prévention et puis j'ai été élue locale, nationale pour le planning. Et maintenant, je travaille à la Fédération internationale des plannings familiaux et je suis chargée de communication. Alors moi, je suis une fervente défenseuse de la loi de 2001 pour l'éducation à la vie affective et sexuelle qui dit qu'on doit avoir 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an et par niveau. Donc en gros, de ton CP à la terminale, c'est pas du tout le cas. Moi, j'en ai eu 2. La plupart des gens, ils sont entre 1 et 3. Et je pense que déjà, si on avait accès à ces séances-là, on peut discuter de consentement, on peut discuter de relations. Les générations futures, elles seraient beaucoup plus épanouies. Elles auraient les outils, en fait, pour comprendre ce que c'est consentement. Souvent, quand je suis avec des jeunes en séance d'éducation à la sexualité, je leur demande c'est quoi consentir. La première définition simple, c'est de dire c'est être d'accord, c'est donner son accord. Et je pense que c'est à la fois tout à fait ça et à la fois beaucoup plus compliqué. Souvent, on parle de différents types de consentement. On parle du consentement éclairé, le consentement anticipé, le consentement continu. Il y a plein de types de consentement. Et je trouve que c'est un peu la beauté aussi du concept. Ça veut dire consentir, c'est être d'accord, être en accord avec la situation et être aussi en lien avec la personne avec qui on est dans ce moment où il faut être en accord. Je pense que la clé pour comprendre ce que c'est le consentement, c'est la communication. Du fait de la culture du viol, de nos présupposés sur les relations, on imagine qu'une relation sexuelle parfaite, c'est une relation où on ne parle pas, où on devine, on voit dans le regard de l'autre que c'est OK, qu'on peut y aller. Alors qu'en fait, une relation sexuelle saine, c'est une relation où on communique. Au moins, au début, on se dit, est-ce que ça va ? Est-ce que tu aimes ça ? Et pour moi, ça, c'est la première étape pour aller vers des relations sexuelles et des relations même de façon générale affectives plus épanouies. Puisqu'en fait, on reconnaît l'autre comme un tout, pas que comme un corps, ou qui peut avoir des émotions, qui peut changer d'avis. Je trouve que la notion de consentement, elle est en train d'apparaître dans notre société. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai commencé à faire des animations d'éducation à la sexualité avec des ados et des collégiens quand j'avais 15 ans. Et j'ai vu en 8 ans une évolution massive, en fait. Avant, quand j'arrivais dans les classes, souvent on faisait un jeu, j'écrivais sexualité au tableau et je leur demandais c'est quoi, qu'est-ce que ça vous évoque ? Il y a 7-8 ans, c'était pornographie, contraception, avortement, c'était ça les mots qui sortaient. Et maintenant, un des premiers mots, c'est le mot consentement. Alors que le mot consentement, pour le faire sortir il y a 7-8 ans, c'était moi souvent qui devais le verbaliser. C'était pas connu, je savais même pas ce que c'était. Alors que là, c'est une évidence, quoi. On parle de sexualité, c'est forcément lié à la notion de consentement. Je trouve que c'est une grande victoire. Moi, ça me réjouit beaucoup. Et en même temps, ça ne veut pas dire que la bataille, elle est finie. Je pense qu'il faut continuer à éduquer. Et des fois, ils connaissent le mot, mais ils ne savent pas forcément l'appliquer. Mais en tout cas, il y a une évolution des mœurs, il y a une évolution des mentalités. Et donc, ça rend encore plus étonnant la distance qu'il y a ou le gap qu'il y a entre la société et l'évolution de la société sur le consentement et la réalité juridique de notre société à la fois. Le 8 mars 2022, la Commission européenne a décidé qu'on voulait avoir une loi ou une directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre.
Et dans ces discussions, il y a eu la proposition de criminaliser le viol et de définir ce que c'est le viol par le concept de consentement. L'article 5 dans la directive dit que le viol, c'est un rapport sexuel non consenti. Et en plus, c'est ça qui est hyper intéressant dans cet article, il y a un second paragraphe qui explique ce que c'est le consentement, en plus ou moins, en disant que le consentement, il n'est pas continu, il peut être retiré pendant un rapport, on peut commencer un rapport puis s'arrêter, on peut avoir eu des rapports avec la même personne et pour autant un jour ne plus avoir envie. Ces définitions posent d'ores et déjà problème, notamment celle du viol. La France, la Hongrie, la Pologne et d'autres pays refusent de constituer un crime de viol européen. Certains États, dont la France, ont refusé que cet article soit dans la directive. Et donc, au bout de 2 ans de travail, on a adopté une directive le 24 avril 2024 sans définition du consentement et sans article sur le viol. Ce qui est assez étonnant et assez paradoxal pour une directive qui devait lutter contre les violences faites aux femmes. La raison officielle que donne la France, c'est une question de souveraineté. C'est-à-dire que l'Europe, en fait, a le droit, l'Union européenne a le droit de légiférer sur certains crimes, ce qu'on appelle les eurocrimes. Et sur d'autres, ça revient au pays, à la souveraineté nationale de décider sur quoi on va légiférer. Et la France a dit, la question du viol ne rentre pas dans les questions d'Eurocrime. Ce que la Commission et le Parlement européen ont réfuté, et aussi le groupe de juristes qui accompagne ce travail, en disant que dans les Eurocrimes, il y a l'exploitation sexuelle. On a déjà utilisé ce concept-là pour légiférer sur les violences sexuelles faites aux enfants, donc on pourrait logiquement utiliser ça pour légiférer contre le viol. De mon point de vue en tant que militante féministe, je trouve que la raison donnée par la France, elle n'est pas valable. Donc moi, je travaille dans une fédération internationale des plannings familiaux. Je suis en lien avec des militants et militantes du monde entier. Et c'est une question qui revient souvent. Pourquoi la France paraît si en retard par rapport aux autres pays, alors qu'on est censé être le pays des droits de l'homme, et qu'on se dit tellement héritier des Lumières, progressiste. Et en fait, ça, c'est sur le papier, mais dans la pratique, on est très loin encore. Et c'est très frustrant. La France, du coup, dans sa loi, n'a pas de notion de consentement, ça n'existe pas. La loi française, aujourd'hui, elle dit, à l'inverse, un viol, c'est un rapport sexuel, donc avec pénétration, avec surprise, menace, violence, contrainte. Mais du coup, elle ne dit pas qu'un viol, ce serait un rapport sexuel non consenti. Mettre dans la loi un rapport sexuel non consenti est un viol, c'est rajouter dans la question du rapport sexuel cette question de comment on s'assure que la personne en face est d'accord, en dehors du fait de est-ce qu'il y a une contrainte, est-ce qu'il y a eu de violence, etc. Donc si c'est possible, mais ça invite à une conversation du coup, dans l'espace juridique et aussi dans la société. En France, on sait, il y a différentes études qui ont montré que 90% des femmes qui sont victimes de viol ne portent pas plainte. Pourquoi ? Parce que dans la loi actuelle, la réalité ou les réalités du viol n'existent pas. Elles sont censurées, elles sont invisibilisées. Et du coup, les seuls viols qui sont reconnus, c'est un peu ce qu'on appelle, entre gros guillemets, le bon viol. C'est un inconnu dans la rue avec qui use de la violence. Mais tout le viol où la femme ou la victime a pu être sidérée, n'a pas résisté avec force, ces types de viols-là ne sont pas reconnus, ne sont pas légiférés. Et du coup, 90% des femmes n'ont pas justice, en fait. Et cela crée une énorme impunité pour les violeurs. La société française et sa loi dit aux violeurs, en fait, violez et vous ne serez pas punis. La France s'est opposée à l'inscription de la définition du consentement dans le viol en mars-avril 2024. En parallèle de ça, il y a eu énormément de mouvements d'associations féministes qui ont appelé Emmanuel Macron à changer de position. Il y a eu des tribunes, des interviews. Le jour de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, donc le 8 mars, il y a une association féministe qui a interpellé à nouveau le président en lui demandant du coup d'inscrire le consentement dans la loi sur le viol. Et il a répondu qu'il était favorable, ce qui nous a tous beaucoup réjouis et en même temps étonnés, puisque du coup, il s'était opposé au niveau européen. Je pense que la France, on a encore une culture du viol qui est très ancrée. On a encore beaucoup de mal à écouter en fait, la parole des femmes. Souvent, on a l'impression que c'est les parlementaires qui sont arrivés avec leurs amendements et que tout a été fait par leur travail. En fait, il faut savoir qu'en sous-marin, les associations ont fait un travail
considérable. On a rencontré les parlementaires, les commissions, les gouvernements pour façonner et faire des propositions de qu'est-ce que c'est une directive féministe contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Donc, par exemple, le planning familial a rencontré plusieurs fois la commission, des élus français au Parlement européen, a rencontré aussi le ministère des Affaires étrangères. On a travaillé avec Amnesty International. On a aussi travaillé avec l'organisation que je représente, la Fédération internationale des plannings familiaux. Et c'est par le travail de la société civile et le travail qu'on fait aussi de terrain, c'est-à-dire recueillir la parole des personnes concernées pour pouvoir en fait concevoir ces nouvelles directives qui sont censées avoir un impact direct sur le terrain dans lequel on est. Et je trouve que c'est extrêmement essentiel en fait de pouvoir valoriser ce rôle-là que joue la société civile, les aider, les soutenir et les visibiliser. Je pense que quand on se cache derrière une question de génération, on s'éloigne du problème. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec les adultes ? C'est une grande question. Est-ce qu'on peut toujours être éduqué ? Est-ce qu'on peut toujours évoluer quand on a atteint l'âge adulte ? La culture du viol et la culture de façon générale dans laquelle mes parents ont grandi et dans laquelle moi j'ai grandi est différente et que j'ai eu plus d'opportunités pour être confrontée aux questions féministes, rencontrer des militantes féministes. Mais c'est pas parce que tu as 20, 30, 40 ans plus que moi que tu n'as pas la capacité d'évoluer et accéder à ces nouvelles questions et ces nouvelles thématiques. Je dis nouvelles et en même temps elles sont universelles et intemporelles. Donc je trouve que c'est plutôt une façon de s'éloigner du problème et de pas en y faire face. La définition juridique des violences sexuelles avait été au cœur de l'affaire dite de la meute, le viol collectif d'une femme à Pampelune en 2016. Les auteurs avaient été condamnés en première instance pour abus sexuels et non pour viol. La sentence avait fait descendre dans les rues du pays des dizaines de milliers de manifestants pour réclamer un durcissement pénal. L'Espagne fait aujourd'hui figure de pionnière dans la lutte contre les violences sexuelles, alors qu'en Europe, la notion de consentement explicite reste minoritaire. Je m'appelle Ana Requena, je suis journaliste, écrivaine et je suis rédactrice au journal Diario.es où je suis chargée des questions de genre. En Espagne, il y a eu un changement législatif qui est né à partir de l'affaire La Manada, la meute. C'est au moment des fêtes de Sainte Fermine en 2016 que ce viol a eu lieu. Ensuite, il y a eu toutes les poursuites, le procès, et ça a marqué un point d'inflexion en Espagne. Et ça a ouvert le débat de manière très générale sur la violence sexuelle dans le pays. En ese momento, nuestra legislación establecía que había dos tipos, digamos. À l'époque, la législation prévoyait deux types de qualifications pénales, l'abus sexuel et l'agression sexuelle. Pour qu'il y ait agression sexuelle, il fallait que l'une des deux conditions suivantes soit remplie, soit la violence, soit l'intimidation. Et donc, quand il n'y avait pas de violence ou d'intimidation de manière explicite, on s'en remettait un petit peu entre les mains du juge. C'était un peu plus aléatoire et on se retrouvait avec des abus sexuels. Non seulement la peine était moindre, mais en plus on avait l'impression que c'était un peu comme s'il y avait des actes de première et de deuxième catégorie. Et puis surtout, la femme devait démontrer ce qu'elle avait vécu. Lorsque l'arrêt a été prononcé contre la Manada, le tribunal a stipulé qu'il s'agissait d'un abus et pas d'une agression.
Et alors là, une clameur s'est véritablement réveillée à ce moment-là. Et on a dit et répété ce n'était pas un abus, c'était un viol. Il y a eu des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Et ce n'était pas tellement à cause du nombre d'années qu'auraient pu purger les coupables, mais parce qu'il y avait cette nécessité de démontrer ce qui avait été vécu par la femme. Cette clameur, cette réaction a entraîné au fil du temps une révision du code pénal. Et on a mis fin dans le code pénal à cette distinction entre l'abus et l'agression sexuelle. Les deux ont été rattachés au même délit, qui est atteinte à la liberté sexuelle d'une personne. Et effectivement, on insiste beaucoup sur le consentement ou l'absence de consentement. L'Espagne renforce sa législation contre le viol. Sera désormais considérée comme telle toute relation sexuelle non consentie explicitement. La distinction entre abus sexuels et viol disparaît donc du code pénal espagnol. Cette loi fait perdre du terrain aux interprétations machistes sur le comportement des femmes. Nos jupes sont-elles trop courtes? Nos jambes sont-elles trop ou pas assez fermées? Ces questions n'ont plus lieu d'être. Y en cuanto a las costumbres, yo creo sin duda en España se ha hablado mucho de consentimiento. Tout ce débat autour du consentement a fait que les gens ont parlé et les gens ont compris qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient des traditions, de l'habitude, et que des blagues, c'était pas des blagues, c'était vraiment des choses qu'il fallait prendre au sérieux. Ha habido un proceso colectivo de deconstruir y de debatir y de disputar esos conceptos. Il a fallu déconstruire tout ce qu'on avait hérité du passé, tout remettre en question. Et donc oui, ça a entraîné des changements dans la société, des changements qui ne sont pas uniformes, des changements qui ont réveillé des réactions et qui se traduisent par des progrès. Et puis, il y a eu un nombre de plaintes en croissance exponentielle. Ce n'est pas parce que la violence elle-même augmente, mais c'est simplement parce qu'on a une prise de conscience sociale et que le climat est propice à ça. Et que les femmes, elles osent maintenant surmonter leur honte, leur sentiment de culpabilité pour dire les choses ouvertement. Au cours des 10 dernières années, il y a une véritable effervescence en Espagne. Une effervescence sociale lancée par le féminisme. On a tellement parlé de la violence sexuelle, du consentement. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Eh bien, surtout en premier lieu, que le silence n'a plus lieu d'être. Maintenant, on parle de la violence sexuelle. La violence sexuelle, elle existe depuis toujours. Mais maintenant, il y a des milliers de femmes qui le disent. Des récits qui voient le jour et des changements juridiques aussi. Une conséquence dans la société, c'est qu'il y a désormais un véritable réseau de centres de soins d'accueil qui doivent être ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout sur le territoire espagnol. Il faut rappeler qu'en Espagne, le mouvement féministe a été fort et très vivace, et ce depuis de nombreuses années, et s'appuie sur une véritable réflexion. Il y a une véritable école académique du féminisme, mais en plus, au cours des dernières décennies, il y a eu aussi un féminisme qui s'exprime dans la rue, et qui s'exprime dans différents forums, dans différentes instances. C'est un féminisme vécu qui s'est multiplié, qui s'est fait entendre de plus en plus et qui a permis d'intégrer certains éléments politiques ou sociaux dans la législation. Par exemple, les violences au sein d'un couple sont maintenant qualifiées en droit. Et ça, on est pionnier en la matière aussi. Le congé de naissance non transférable, ça aussi, l'Espagne est au premier niveau. Elle a même une situation meilleure que l'Islande en la matière. La violence obstétrique, la santé menstruelle, les soins, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce contexte. Normativos en cuanto a salud menstrual, cuidados en cuanto a cuidados también un debate y medidas ambiciosas puestas en marcha. El primer gobierno, el gobierno socialista de Zapatero, à partir de 2004, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre des politiques qui avaient une perspective féministe. Et là aussi, les choses ont commencé à changer. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a eu le premier ministère de l'égalité, que l'on a adopté la loi sur l'égalité des genres, la loi contre la violence genrée, la loi pour l'égalité au sein du mariage.
igualdad de género o la ley de violencia de género, el matrimonio igualitario. Y yo creo que eso marcó un punto de inflexión porque dejó un rastro también, ¿no? Ces changements sont importants aussi parce qu'ils ont influé sur l'ensemble de la société et ont réussi à changer les mentalités. Después, más recientemente, a raíz aquí de ese movimiento del 15M, que sucedió en 2000, no recuerdo, 2000. Et puis ensuite, il y a eu en 2012 le mouvement du 15M, avec la multiplication des manifestations féministes. Et ça venait en réaction au gouvernement conservateur, qui voulait changer la loi sur l'avortement, où il y avait également une multiplication des violences. Salieron miles de personas a la calle para pedir un pacto de Estado contra la violencia machista. Es decir, de repente, ¿no? En los últimos años hubo como Il y a eu de très nombreuses manifestations et on est arrivé jusqu'en 2018 où il y a eu la première grève féministe de l'histoire qui a été un véritable succès. Je crois que ça a été un moment charnière parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés en politique grâce à ça, qui sont devenus adultes d'une certaine manière. En Espagne, on a commencé à s'identifier à ces nouvelles valeurs, à ces idées au-delà du mouvement féministe plus strictement pur et dur. Beaucoup de femmes qui avant ne se disaient pas féministes ont commencé à comprendre ce qu'était le vrai féminisme et pas cette chose horrible qu'on décrivait, mais que le féminisme, c'est un outil pour le progrès, pour demander des droits et pour améliorer la société dans son ensemble. Voici le baiser qui secoue l'Espagne. Un baiser forcé sur la bouche. Celui du président de la Fédération espagnole de football, à Jennifer Hermoso, la joueuse tout juste championne du monde. Bueno, yo creo que precisamente si hubo una movilización tan fuerte desde el principio. Ça a réveillé une véritable mobilisation, très très forte. C'était quelque chose qui a été vu à la télé, donc je pense que ça a eu d'autant plus d'écho à cause de ça. Mais si ça a été tellement fort, c'est aussi grâce à tout le travail qu'on avait fait en amont. Il y a toute cette pédagogie qu'on a pu développer, pas seulement au sujet des questions les plus fortes et plus virulentes, mais aussi pour démontrer que la violence est une violence systémique, qu'il y a aussi cette culture du viol qui fait qu'il y a cette atteinte à l'intimité d'une personne. Et parce qu'il y a cette culture, il y a certaines choses qui sont tolérées. Or, dès qu'il y a un attouchement et qu'il y a parfois des propos ou une invasion de l'espace d'une femme, il faut pouvoir réagir. Ce qui était important, ce n'est pas seulement le procès ou le fait que l'on ouvre un dossier au sein de la Fédération espagnole de foot ou de la FIFA. C'était véritablement un refus social. C'était comme une piqûre de rappel. On avait déjà eu toutes ces conversations et là, de nouveau, on était confrontés à une même situation et il fallait à nouveau tout réexpliquer. Il fallait relancer cette pédagogie. Il fallait aussi réfléchir à ce que la femme doit faire dans ces situations. On a beaucoup parlé et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. On a beaucoup parlé de ce qu'est une bonne victime, entre guillemets. Et ça renvoie à tout un tas de stéréotypes. Alors, les lois changent, mais les changements doivent se faire aussi au sein des médias, au sein des associations, des organisations sociales. Il faut bien comprendre qu'on croit qu'une victime, entre guillemets, doit être déprimée. Elle ne peut pas rire, elle ne peut pas faire la fête, elle doit être constamment triste et abattue au banc de la société. Pas du tout. Il faudrait effectivement pouvoir garder les rênes de ce que l'on vit, ne pas avoir à se mettre à l'écart. Il faut lutter contre ces idées reçues. D'ailleurs, certaines personnes ont tenté de justifier ce que cet homme avait fait en disant que finalement, elle avait l'air d'être de très bonne humeur et que ça, ce n'était pas si grave. Non, elle avait tout à fait le droit, malgré ce qui s'est passé, de continuer à fêter son succès. Elle avait le droit de décider si elle allait porter plainte ou pas, ou à quel moment elle allait le faire. Claro que es posible una cultura del consentimiento. Lo que pasa es que, claro, existen muchas resistencias. Bien sûr que c'est possible cette culture de consentement, mais il y a des résistances. Il faudrait qu'il y ait pour y parvenir une véritable éducation sexuelle, une éducation sexuelle intégrale de qualité publique, et ce dès le plus jeune âge. C'est difficile, c'est parfois un peu complexe. Et puis en plus, on est face à l'extrême droite, qui s'oppose à ça parce qu'ils savent parfaitement que c'est la clé du changement social. Et puis aussi, on doit vraiment décrire, comprendre comment y parvenir.
On le fait à l'école, mais il y a même au sein des familles encore une certaine pudeur. Il faudrait pouvoir expliquer tout cela, mais de façon naturelle. Il faudrait que dès le plus jeune âge, au tout petit, on leur explique « ça c'est ton corps et quelles sont tes limites ». Tu peux dire oui et non. C'est toi qui décides ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est fondamental de réussir à faire cette éducation sexuelle. Podemos ir cambiando otras cosas y vamos a avanzar y estamos avanzando en cosas, pero no conseguiremos el cambio, creo, completo que necesitamos. Passer d'une culture du viol à une culture du consentement suppose des changements profonds, politiques, sociaux et surtout juridiques, car les lois guident les attitudes et les comportements. Selon une enquête menée par Amnesty International, en Europe, 1 femme sur 20 a été violée, soit environ 9 millions de femmes, et 1 femme sur 10 a été victime de violences sexuelles dans sa vie. Parmi les 31 pays européens dont Amnesty International a étudié la situation, presque la moitié ne dispose pas de loi relative au viol fondée sur la notion de consentement. Grâce à la mobilisation récente de la société civile, d'associations et de collectifs féministes, d'organisations de défense des droits humains, de spécialistes du genre ou encore d'avocats et d'avocates, la notion de consentement est désormais inscrite dans la loi de plus en plus de pays européens. C'est le cas de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la Grèce, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse et des Pays-Bas par exemple. En France, le travail de plaidoyer auprès des élus ne doit pas faiblir pour faire adopter une loi en ce sens. Courriers, interpellations, rendez-vous avec les parlementaires, campagnes de sensibilisation, Amnesty International et ses partenaires, comme le planning familial, s'efforcent de convaincre de la nécessité d'un tel texte. Il est crucial de faire rentrer la notion de consentement dans la loi autour d'un principe simple. Un rapport sexuel non consenti est un viol. Autrement dit, sans oui, c'est non. We Made It, un podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucie Lossel, musique originale Enfant Sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic, le studio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préférée. Et si vous souhaitez vous engager avec Amnesty International, rendez-vous sur amnesty.fr.